Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cet épisode de Ancré Pixel, nous allons parler de Vermis. Vermis, c'est une partie du cerveau, je crois, j'ai regardé sur internet. Mais c'est aussi un livre que je vais vous montrer à travers des vidéos récoltées sur YouTube. Honnêtement, j'avais la flemme de filmer le mien et je l'ai pas en PDF puisque ce dont on va parler, c'est d'un artbook. Alors, a priori, un artbook, vous vous dites, ouais, il aurait quand même fallu montrer des images et tout. Donc, je vous en mets quelques-unes, mais je vous laisserai aller voir d'autres reviews du livre sur Internet, parce que pour le coup, ce qui est rigolo avec Vermis, c'est que c'est un artbook un petit peu spécial, un peu bizarre. Donc, je trouve que chaque vidéo faite dessus peut être assez unique. Alors, la plupart que vous allez trouver, c'est en anglais. Il m'a été rappelé à l'existence par Alt236. Alt236, qui est une chaîne YouTube assez connue, mais je pense que beaucoup d'entre vous devez connaître. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir, c'est assez cool. Pour ma part, j'avais découvert l'existence de Vermis sur la chaîne de Questing Beast, qui est aussi une chaîne YouTube que je vous recommande si vous aimez le jeu de rôle, et en particulier les jeux qui s'inscrivent dans la mouvance OSR. D'ailleurs, moi, je l'avais acheté après avoir vu donc la vidéo de Questing Beast parce que j'étais intrigué. Donc, je l'avais reçu, je l'avais feuilleté, je l'avais partiellement lu. C'est un livre assez étrange, le lire de bout en bout. Ça m'a pas tenté plus que ça, je dois admettre. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est un livre voilà, assez bizarre qui m'a été rappelé donc par la dernière vidéo de Alt 236, l'art de la soustraction, dans laquelle Alt 236 parle de tout un tas de jeux un petit peu concept qui jouent sur le fait de retirer quelque chose d'attendu du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par là, retirer quelque chose d'attendu du jeu vidéo? On pourrait dire que les jeux triple A en termes de jeux vidéo, les jeux vidéo tels qu'on les idéalise, que certains studios de jeux vidéo vont chercher à poursuivre, ça va être des jeux hyper réalistes, hyper immersifs, avec un gameplay qui couvre absolument tout, de la customisation du personnage à l'exploration d'un univers photoréaliste, etc., etc. Enfin, je veux dire, on a régulièrement sur YouTube des faux trailers de jeux parfaits. Non, ça n'existe pas, mais de jeux idéalisés, etc. Et il y a beaucoup de studios qui poursuivent ça, quoi. On pourrait dire cette sorte de jeu vidéo ultime, etc. Et en fait, dans sa vidéo L'art de la soustraction, ce qui présente, c'est des jeux qui font le contraire, en fait, qui retirent, qui vont à l'opposé, en fait, de cette poursuite et qui vont retirer les choses. Et c'est hyper intéressant, je vous invite vraiment à aller voir, il y a plein de jeux qui sont couverts. Et il me semble, maintenant j'ai un doute, parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis en train d'essayer de passer ma souris pour retrouver ce passage dans sa vidéo, il me semble qu'il parle de Vermis, le livre dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Vermis? Donc Vermis, c'est un livre en édition limitée, hein. Je suis pas sûr que vous pourrez le trouver. Là je lis à l'arrière du bouquin qu'il y a 3000 copies. C'est sorti en mars 2023 apparemment, mais c'était déjà la 3e impression. Donc c'est publié par Holopress, et l'artwork c'est par Plastibou. Et donc le bouquin, c'est un livre d'artwork, mais un peu particulier, puisque il s'agit d'un guide officiel pour un jeu vidéo qui n'a jamais existé. Et je trouve que ce concept est complètement ouf. Donc le style, ça fait vraiment penser à des vieux dungeon crawlers. On pourrait y trouver un petit peu de Darkest Dungeon, beaucoup de Dark Souls. C'est sombre, hein. Et en fait, au-delà d'être un artbook qui prend la force d'un faux guide de jeux vidéo, c'est aussi juste un livre de world building. En gros, vous allez commencer avec la petite couverture où ça va être écrit, pour le coup, pour le premier tome, parce qu'il y en a un second qui va sortir. Je pense pas que je me le procurerai, je vous admets, c'est plus le concept en soi que je trouve dingue que l'envie de le lire qui m'a attiré. Le premier tome, c'est Lost Dungeons and Forbidden Woods. Et sur la couverture, c'est écrit guide officiel. Et en fait, quand on entre à l'intérieur, toute la maquette, toute la présentation, c'est un peu une sorte de mix entre un truc à la Morgborg, un peu punk, un peu trash. Un faux guide d'un jeu. Et pas nécessairement d'un jeu vidéo, en fait, hein, je vous dis jeu vidéo, mais on n'a pas d'explication mécanique, vous voyez. Il n'y a pas d'image d'une manette ou je sais pas quoi, l'attribution des touches et tout. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens dans le milieu du jeu de rôle qui l'ont aussi commenté. Et on peut se demander à quel genre de jeu on a vraiment affaire. Et en fait, ça n'est pas précisé, hein, à moins que j'ai raté quelque chose. Néanmoins, c'est un guide pour jouer à un jeu. Et je trouve que ça fait écho à plein de trucs. Moi, personnellement, ça me fait écho à une époque où j'avais des bouquins comme ça, déjà, forcément. Je pense en particulier au guide pour jouer à Star Wars La Menace Fantôme. Un jeu d'action vu top-down, très très moche.
mais qui à l'époque devait être beau, je pense. Attendez, je regarde en même temps sur YouTube. Ouais, c'était quand même pas magnifique. Et je me souviens que j'avais le guide de ce jeu-là. Et en termes de guide de jeux vidéo, celui que j'adorais, c'était celui de World of Warcraft. Alors, il y a peut-être des gens qui écoutent qui n'ont jamais vu de tel guide de jeux vidéo. Je sais honnêtement pas si ça se fait encore beaucoup. Il y a vraiment une époque, voilà, où pas tous les jeux, mais beaucoup de jeux avaient un guide complet en format bouquin, genre qui pouvait faire 200-300 pages, du jeu en fait, avec tous les secrets, tous les trucs cachés, tous les trucs pour réussir tous les niveaux, toutes les explications et tout. Et en fait, je pense que maintenant ça a été totalement remplacé par les let's play, les gens qui jouent au jeu sur YouTube, etc. Donc le besoin peut-être pour, je sais pas, des complétionnistes, des trucs comme ça, de savoir exactement tout sur le jeu pour pouvoir le terminer à 100%, il est rempli par des gens qui vont faire de la vidéo ou bien des forums ou voilà, des communautés autour de ces jeux avec l'avènement d'Internet, de l'Internet globalisé. Je pense que ce genre de guide ne peut pas vraiment concourir face à ça, mais à l'époque c'était un truc. Et en fait, je me souviens que quand j'étais petit, typiquement pour World of Warcraft, je l'avais reçu, à mon avis, à 10-11 ans, quelque chose comme ça, à Noël. Et en fait, j'avais pu y jouer qu'un mois, puisque évidemment, quand mes parents ont découvert qu'il fallait payer un abonnement, je ne pouvais plus y jouer après. Et les seules fois où j'ai pu rejouer à World of Warcraft, c'était en payant moi-même l'abonnement. Néanmoins, j'avais le guide, et ça, c'était quelque chose. C'était, en fait, le fait d'avoir le guide du jeu vidéo, ça faisait que presque, vous pouvez avoir la sensation de jouer au jeu, entre guillemets, comme vous pourriez retrouver un certain plaisir à lire des livres de jeux de rôle auxquels vous n'allez pas jouer. Il y a un peu de ça. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo, je crois, du bovarolisme, un terme qui a été utilisé dans un article du JDR Mag. En fait, le bovarolisme, c'est l'idée de lire un livre de jeu de rôle et de prendre du plaisir simplement à s'imaginer, y jouer après, à voir les possibilités du livre, etc. En fait, le livre de jeu de rôle, c'est un peu une porte sur des expériences potentielles qui arriveront peut-être ou qui n'arriveront pas, mais il y a déjà un plaisir simplement dans le fait de penser à ces potentialités, à se projeter, à se projeter intellectuellement dans ce que ça pourrait rendre comme partie. Un truc un petit peu magique comme ça. Et en fait, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que y a quand même beaucoup de gens, je pense, qui ont plus de livres de jeux de rôle qu'il ne leur en faut pour jouer toute une vie. On peut expliquer ça par l'envie de collectionner, peut-être, par des billets marketing. On s'est fait choper, par la peur du manque. Ouais, il y aura que 100 bouquins qui vont sortir et ensuite ils seront revendus par des vilains sur Internet à 4 fois leur prix. Donc on veut les avoir avant, tout ça. Donc il y a plein de trucs qui peuvent nous pousser à acheter un jeu de rôle. J'avais déjà parlé du fait, par exemple, que pour moi, en jeu de rôle, les illustrations, c'est hyper important. On a la chance quand même d'avoir des jeux de rôle pour beaucoup qui peuvent être des bouquins un peu uniques en leur genre, avec des styles hyper différents et tout. Donc il y a la beauté de l'objet. Il y a ce côté bovarolisme là qu'on relevait de se projeter en lisant le bouquin dans quelque chose, dans son imaginaire. Il y a aussi parfois un plaisir ergodique. Je savais pas que ce mot existait, donc j'ai dû le chercher. Mais il y a bien un mot pour désigner le fait que certains textes nécessitent que le lecteur fasse une action, typiquement qu'il le parcourt selon un certain schéma. En gros, certains bouquins ne vous demandent pas simplement d'être lus de A à Z, ils peuvent vous demander des allers-retours, de réfléchir, etc. pour les décrypter, les comprendre. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler de littérature ergodique pour du jeu de rôle, mais voilà, il y a quand même un plaisir, par exemple, de lire certains jeux de rôle. Je sais pas si le terme ergodique est le bon du coup, mais pour juste en comprendre les règles. Enfin, il y a des gens, en fait, ils s'enorgueillissent, ou alors ils prennent du plaisir à voir, mais de comprendre des systèmes compliqués, etc. Donc en fait, avant même d'arriver à la table, de jouer, etc., il y a plein de plaisirs différents qui se font à d'autres moments du hobby jeu de rôle, on va dire, comme la préparation par exemple. Il y a des gens qui vous disent oui, moi j'ai pas le temps, préparer ça me saoule, etc. Mais en fait, il y a par exemple, pour ma part, un truc que j'aime vraiment dans le jeu de rôle, avec une relation un peu amour-haine des fois, puisque j'ai tendance à beaucoup trop réfléchir, c'est préparer la partie. Donc voilà, Vermis, pour en revenir à Vermis, ça me fait un peu penser à ça. Donc encore une fois, je vous laisserai aller voir sur internet d'autres reviews, des trucs comme ça, si vous voulez vraiment voir petit à petit l'intérieur du bouquin, je sais pas quoi. Donc au-delà de ça, le bouquin aussi, il est bourré d'illustrations, il y a plus de place prise par les illustrations que par le texte. C'est assez évocateur et il y a plein de concepts qui pourraient vous inspirer, vous mettre dans à mon avis, un certain mood. Moi, par exemple, je sais que j'avais envie de faire quelque chose de plus onirique, etc. pour ma campagne de jeu de rôle actuelle, de plus étrange, etc.
Et en fait, mon premier réflexe, c'est pas du tout d'aller vers ça. Moi, j'ai tendance à rationaliser, à refaire des choses qui sont expliquées, qui sont logiques, etc. quand je prépare. Et pour réussir à retourner un petit peu dans l'étrange et de m'ouvrir l'esprit à une autre manière de réfléchir, bah, j'ai besoin... Enfin, c'est bien d'aller chercher justement des objets ou des objets culturels, quoi. Enfin, genre des films, je sais pas quoi, des jeux vidéo, des illustrations, etc., qui sont un peu plus évocatrices que chercher à expliquer quelque chose, pour essayer de me remettre dans ce mood, tout ça. Et dans Vermis, il y a vraiment un côté comme ça dans les illustrations, et même dans la manière dont on progresse dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est comme un faux guide de jeu, comme on disait. Il cherche pas vraiment à donner des solutions, ou il fait pas comme si réellement le jeu existait jusqu'au bout. Donc il invente pas des fausses mécaniques ou je ne sais quoi pour combler en termes de texte. C'est dans sa structure qui fonctionne comme ça, et il permet de se projeter un peu étrangement dans le truc. Alors en fait, dans les premières pages, je me perds un peu là. Dans mes premières pages, on a genre un truc qui présente des classes sur 3 pages. Et ensuite, on va vraiment avoir les classes avec leurs différentes forces et faiblesses, avec des sortes de jauges. Genre par exemple, là, je sais pas, je suis devant l'homme rat, le Ratman. Et donc on voit qu'il a 3 sur 5 en force, 2 sur 5 en intelligence, 0 sur 5 en foi, et 1 sur 5 en volonté. Donc il a l'air vraiment très très nul. Ça pourrait nous rappeler le mec en calbar là dans les jeux Dark Souls. Je sais pas. Et il a 2 objets. Il a le Beast Eye. Il peut traquer les créatures dans le noir. Il a la Beast Tongue, donc la langue de bête, qui fait que d'une simple morsure, il peut inoculer des maladies, un poison mortel. Et en fait, ça peut inspirer un truc de jeu de rôle. Enfin, je veux dire, ces sortes de classes un peu minimalistes, présentées bizarrement avec 2 objets et 4 capacités, ça fait forcément vachement écho au jeu de rôle old school. Et on pourrait avoir envie de le traduire en une classe mécaniquement, voire, j'avais aussi fait une vidéo sur le fait de jouer avec quasiment aucune règle. Vous pourriez très bien partir de ce côté évocateur, vous dire ok, cette classe, je la comprends là, avec l'illustration, les 2 objets, etc. On se fait une idée de ce que c'est, puis on commence à jouer, on arbitre et on essaie de jouer dans ce monde bizarre qui est proposé par Vermis. En fait, une fois qu'on a passé les classes, tout ça, et ben on passe vraiment en mode un peu comme des régions. Donc là, ça fait vraiment penser à des zones de Dark Souls. Hein. Je pense que Dark Souls, pour moi, donc ça va commencer avec Green Grave, donc le jardin des morts, quoi. Et on va avoir des créatures, des rencontres, des lieux, et en fait, en lisant le bouquin, on va avoir l'impression de l'explorer. Donc dans Green Grave, on a le cimetière, et par exemple, c'est écrit « Vous pourriez rencontrer ce genre de monstruosité ». Et donc là, ça fait comme une sorte de table aléatoire de monstres. Peut-être je jette un dé sur la page du bouquin, et j'ai les os fous. Alors, je saurais pas faire la différence entre crazy, mad et insane. Mais on a le Crazy Bones, le Mad Bones, le Insane Bones. On a la tête de sorcière, on a la mère fantôme et son nouveau-né. Donc on a plein de trucs qui nous sont évoqués en 2 lignes. Hein. On a un objet magique qu'on peut trouver à l'intérieur de cimetière. Et en fait, tout le bouquin, ça va être ça. Et avec plein de styles différents, aussi dans la présentation même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver sur un niveau qui va nous être présenté de manière isométrique, alors qu'un peu plus loin, on va être sur simplement des illustrations, quoi. Et ouais, c'est juste un bouquin étrange dont j'avais envie de vous parler sans vous le montrer. Parce que je me suis dit qu'un petit peu comme Alt 236, j'allais retirer quelque chose à la review. Et donc je me suis dit que ouais, un artbook sans le montrer, ça pouvait être rigolo. Bon allez, je vous laisse ici. On reparlera de livres un petit peu plus pratico-pratiques. Ne vous en faites pas. J'avais quand même envie de mentionner ce livre qui a un petit côté nostalgique, on va pas se le cacher, mais l'auteur a réussi à faire de cette nostalgie quelque chose de complètement unique. À très bientôt sur Le Bon MJ.